Bonjour, nous sommes le mardi 18 mars et le temps, comme vous pouvez le constater, est dégagé, le ciel est dégagé et nous avons un ciel vraiment dégagé, ce qui est rarissime, alors on en profite. Par contre, ça caille un peu, mais pas très chaud. Donc nous voilà partis pour notre petite promenade théoriquement parfois quotidienne, mais pour l'instant en fonction du climat et des occupations, je ne suis pas toujours amené à sortir. J'essaie de m'exercer et de m'obliger à faire un peu de marche tous les jours parce qu'il faut faire un peu d'exercice, c'est indispensable pour la santé. Et puis aujourd'hui c'était l'ophtalmo, comme j'ai dit tout à l'heure. Là, je suis à l'ophtalmo, donc j'ai encore un peu mal aux yeux à cause de ces gouttes qui m'a mis dans les yeux pour faire un fond de l'œil. Bref, on a donc beaucoup de sujets en ce moment. On a énormément de sujets d'actualité qui bouleversent les uns les autres, les interventions, les gens qui prennent position sur la Russie, sur l'Ukraine, la guerre. Là, vous allez avoir un manuel de survie. Enfin, tout ça ressemble à un grand cirque. C'est le cirque total en ce moment. Et ça part dans tous les sens. Ça discute dans tous les sens. Ça se croise. Ça se méprise. Ça discute. Il n'y a pas de tronc commun qui actuellement serait susceptible de créer une forme de fraternisation. Il n'y a pas. Il n'y a plus. Dans la mesure où l'Église s'est effondrée avec ses rituels, ses cycles liturgiques, ces rencontres hebdomadaires, cette présence qui était là autrefois. À partir du moment où vous avez toute une institution religieuse qui s'efface et qui n'est remplacée par rien, il y a un délitement de la société qui s'opère. C'est un peu normal. Et donc du coup, chacun y va de son propre point de vue. Alors autrefois, il y avait des repères, c'est-à-dire que autrefois, il y avait le curé du village qui était un repère, il y avait le médecin du village, il y avait le notaire. Donc pour l'administratif, c'était le maire, les questions administratives. Pour les questions patrimoniales, c'était le notaire. Pour les questions spirituelles, c'était le curé. Et pour la santé, c'était le médecin de famille. Il y avait des notables comme ça qui jouaient un rôle de stabilisateur dans la société. Et on avait ces repères. Ce qui fait que les gens, ils avaient leurs références. Pour la question spirituelle, ils écoutaient le curé, ce qu'il leur disait. Ils en prenaient, ils en laissaient, mais ça restait malgré tout une forme de repère concernant, je dirais, la morale. Oui, ça jouait un rôle sur le plan moral de la société. Et puis aussi, les crises passagères étaient parfois épongées par l'écoute du prêtre. Et ça faisait du baume, il nous racontait des belles histoires et ça aidait, certains en tous les cas. Et puis vous avez le médecin de famille qui s'occupait de vous, qui soignait, qui réparait les blessures, etc. Il était là. Tout ça n'existe plus. Il faut bien voir qu'il y a une crise profonde qui vient d'un délitement de la société globale, de ces différents personnages qui avaient effectivement un rôle très particulier, qui équilibrait la communauté. Et aujourd'hui, je suis mon propre médecin, je suis mon propre prêtre. En fait, je sais tout. Avec Internet, je suis devenu maître en tout, connaisseur en tout. Ce qui donne aux gens le sentiment de savoir tout, ou tout au moins qui donne une forme de
C'est ça qui explique aussi l'arrogance actuelle dans la plupart des rencontres qu'on fait. On voit qu'il y a une forme d'arrogance. Pourquoi? Parce que les gens se sentent autorisés dans tous les domaines, étant donné qu'il n'y a plus ces repères qui s'imposaient. Alors, ça donne une société très divisée, parce que chacun finit par croire qu'il détient la vérité. Chaque personne, chaque humain, nourri par ses propres constats, sa propre recherche, ses propres définitions qu'il trouve à droite, à gauche, finit par déterminer pour lui ce qui est juste ou pas juste, ce qui est bien ou mal. Et donc ça crée évidemment une multiplicité d'opinions qui s'entrecroisent. Et dans un contexte comme ça, c'est très difficile de rassembler, si vous voulez, les gens derrière un point de vue, derrière une vision. C'est normal. Et puis vous avez les gens qui s'attachent à une personne, à un personnage. Ils ne s'attachent pas à ce qu'ils pensent, ils s'attachent à la personne en question, parce qu'ils ont de l'affection pour lui, ou parce qu'ils ont une forme d'attachement émotionnel, affectif, j'en sais rien. En tous les cas, il y a aussi ça. Et puis ils projettent ensuite, ils projettent sur la personne qu'ils prennent pour un temps comme pour un gourou. Ils font une projection sur lui et ils imaginent comment il pense, comment il sent. En fait, ils s'approprient la personne qu'ils admirent et ils pensent à travers lui, ils pensent savoir comment la personne fonctionne, etc. Et la manière dont elle pense, etc. C'est des méthodes de projection. Et donc, c'est vrai que c'est très difficile de se rejoindre. Alors, c'est un exercice très difficile de définir une forme de tronc commun dans lequel les gens pourraient se retrouver positivement, pourraient s'accorder dans un projet particulier, dans une vision particulière, qui soit matérielle et spirituelle à la fois. Très très difficile, voire impossible dans les temps que nous vivons. Alors ce qui coalise aujourd'hui beaucoup, c'est être contre. Ça coalise. Les gens se fédèrent quand il s'agit d'être contre quelque chose, c'est-à-dire d'être en opposition. L'opposition fédère, alors qu'elle soit de droite ou de gauche. On voit bien que l'opposition à un système, à une personnalité, etc., ça fédère. Mais se fédérer par opposition, ça donne rien concernant la réalisation et la perspective d'un projet, l'élaboration d'un projet. Si vous élaborez un projet, vous n'avez pas besoin de gens qui sont contre, vous avez besoin de gens qui sont pour quelque chose, qui ont intérieurement une vision, qui ont intérieurement une forme de projet, oui. En tous les cas, qui se permettent d'envisager l'avenir avec des perspectives évolutives qui leur permettent de dire voilà ce qu'il faudrait. Et là, vous avez un projet qui s'établit, vous avez un projet qui se constitue, et ça met les gens dans une dynamique positive. Ils ne sont plus dans la dynamique du front qui s'oppose ou de la revendication. Vous êtes dans une autre dynamique. C'est ça qui différencie les groupes humains actuellement, les groupes humains, pardon. Et donc vous avez évidemment peu de gens qui sont capables aujourd'hui de construire un projet, d'élaborer un projet et de se projeter dans quelque chose qui fasse un peu rêver ceux qui arrivent au monde, les jeunes. Oui, ça c'est ça qui est difficile. Vous savez, évidemment, Philippe de Villiers, il est vraiment beaucoup dans la nostalgie, et je comprends.
je comprends. Et son livre est un livre nostalgique. Et il dit, mais on a perdu ça, on a perdu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on a perdu des référents, on a perdu l'équilibre, on a perdu une forme de société, on a perdu les principes d'une société qui fonctionnait pas si mal que ça. Et aujourd'hui, on voit la descente en enfer dans laquelle nous sommes. Une descente qui semble irréversible. Philippe de Villiers, quand tu le lis, il pense que c'est fini. Il n'a pas d'espoir, il n'y croit pas en fait. Il survit, il vit ses dernières années en essayant d'évoquer ce que pourrait être une société, s'inspirant du passé pour construire quelque chose de futur. Mais quand il n'y a plus tout ça, quand il n'y a plus de spiritualité du tout, quand il n'y a plus d'église, quand la religion disparaît, quand il n'y a plus aucune structure capable de fédérer les humains, c'est très dur, toi, derrière, d'arriver avec ton étendard et de proposer. Alors c'est le grand cirque. C'est un grand cirque actuellement. C'est pour ça qu'il y a autant de divisions, des petits égos, des petits personnages qui s'entretuent, qui se critiquent les uns les autres. Il y a une atmosphère délétère, mais dans tous les milieux. Pas seulement à gauche, à droite aussi. Je l'ai vérifié hier, parce que quand j'ai entendu le père de Florian Philippot, quand j'ai vu cet homme, la manière dont il parle de moi, la manière dont il me désigne avec un mépris, mais je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Être critiqué, oui, mais c'est le mépris qui est très étonnant, une forme de mépris absolu. Et tu dis, mince, on a partagé le même parti, lui était au front, moi aussi, d'une certaine manière, j'ai été au Front National autrefois, je l'ai déjà dit, pas très longtemps, mais quand même, en tous les cas, j'étais électeur. Et je me dis, tiens, on faisait partie du même groupe politique, et ce que je vis, et ce type-là me méprise, mais me méprise peut-être plus que quelqu'un de gauche. C'est ça qui est terrifiant. Et je me dis, alors ça remet vraiment en question, moi, mes alliances, parce que je me dis, si je dois m'allier avec ce type de personnage, c'est tout faux à nouveau. Ça va pas. Il faut faire gaffe. Donc oui, ça remet vraiment en cause, mais c'est une forme de naïveté. Attention, on a des côtés candides un peu comme ça, un peu naïfs. Et il faut être déniaisé tout le temps, sans arrêt, parce qu'on croit toujours que on a l'espoir qu'il y a quelque part dans notre camp, quand je parle de notre camp, c'est-à-dire dans le camp souverainiste, etc., on a l'impression qu'il y a des gens qui sont quand même bien, qui sont au-dessus de la mêlée, qui ont une grandeur d'âme. Et puis tu t'aperçois que non, ce sont des petits esprits qui sont attachés à des convictions qui sont médiocres, quoi. Il n'y a pas de possible. Tu peux pas avoir une grandeur, tu ne peux pas avoir un état d'esprit et une attitude aussi médiocre et derrière porter un projet qui soit crédible. Non, c'est pas possible. Ces gens-là, s'ils ont le pouvoir, ils seront médiocres. Ils seront pas mieux que ceux qu'on a. Alors, c'est la conclusion que j'en tire. Je veux dire que pourquoi se changer de pouvoir si c'est pour avoir la même médiocrité, la même bassesse humaine, le même égoïsme, les états d'esprit. Alors évidemment, si on récupère, évidemment, il est arrogant à Macron et tout ça, il est méprisant, mais les autres dans notre camp, ce qu'on appelle notre camp, sont tout aussi méprisants. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça sert à rien de changer. Si c'est pour avoir les mêmes, c'est pas la peine. Et donc, évidemment, on peut vivre sur des illusions, mais quand on est confronté à des choses réelles, c'est là qu'on réalise que c'est pas encore comme ça que ça doit faire. Ça doit changer. Il faut que ça change autrement, mais pas comme ça. Donc on voit bien que la politique, comme il disait ce monsieur-là, Daniel Philippot, le père de Florian Philippot, il disait, il ne connaît rien à la politique.
Et moi, j'ai vu Gilbert Collard qui a dit qu'il avait été déçu, très très déçu. Gilbert Collard s'est engagé au Front National et puis ensuite il a rejoint Zemmour et à chaque fois il dit qu'il a été très très déçu. Mais que ce soit par l'un ou par l'autre, par Reconquête ou par le Rassemblement National. En fait, il dit non, il en est maintenant être royaliste, quoi, être monarchiste, c'est-à-dire être vraiment en dehors de ces petits partis politiques dont il, lui, a fréquenté l'intimité. Moi, je ne connais pas l'intimité de ces gens. J'ai eu des échos quand même, faut pas exagérer, j'ai eu quand même des gens qui m'ont rapporté, qui ont été eux dedans et qui m'ont rapporté quelques anecdotes qui effectivement sont jamais reluisantes. Mais là, pour le coup, on oublie. Puis là, ça ravive les souvenirs que j'ai de certains qui m'ont parlé effectivement de la cuisine interne de certains partis. Et donc, Gilbert Collard a dit d'une part, il a perdu de l'argent, il a perdu son cabinet d'avocat, et puis il a cru en une cause, certainement qu'il est sincère. Moi, je pense que ce gars-là, il veut pas tout déballer, mais il a vu des choses qui sont assez pitoyables dans ces milieux-là, beaucoup d'ambition, des petits ambitieux. C'est ce que j'ai vu au Rassemblement National dans mon secteur. Je me suis dit, tiens, c'est étonnant. J'ai discuté avec certains jeunes, ils sont motivés par des ambitions personnelles. Ils s'engagent, mais espérant grappiller, ils surfent sur le succès du Rassemblement National pour eux s'octroyer une bonne place, un pouvoir. Et voilà, il y a vraiment, vraiment, j'ai senti une ambition. Et quand toi, tu t'adresses à eux, que tu ne représentes pas un élément qui soit opportun pour que eux puissent en tirer un bénéfice, si tu n'es pas une opportunité pour eux, ils ne s'intéressent pas à toi. Un jour, si j'ai une chaîne qui a 1 million d'abonnés, comme Idriss Aberkan, qui doit avoir 1 million, 1,5 million d'abonnés, bon là tu représentes quelque chose. Ils disent, tiens, lui, il peut parler de moi, il peut m'interviewer, ça peut me faire connaître, ça peut jouer en ma faveur, donc ils vont être gentils avec toi, ils vont venir vers toi. Mais si tu es une toute petite chaîne, médiocre, tout ça, ils ne s'intéressent pas à toi. Non. Bon là, ma chaîne, et je remercie les nouveaux abonnés qui me rejoignent, mais c'est vrai que quand j'étais à 20, 30 000 abonnés, c'est rien. Bon là, ça monte un peu, 50 000, après peut-être qu'on arrivera à 100 000 si tout va bien, et là, après, tu as un peu plus de poids, un peu plus de crédibilité, et encore, 100 000, c'est rien par rapport à ceux qui ont 1 million, 1,5 million d'abonnés. Vous voyez, tout est relatif. Il ne faut jamais avoir la grosse tête. Mais on voit bien l'accueil qu'on vous réserve quand vous allez quelque part et que vous n'intéressez pas les gens. Et je l'ai vu au Rassemblement National, tu n'intéresses pas. Pourquoi? Parce que pour toi, te vois, le mec, il a 64 ans, voilà, bon, il est quelconque physiquement, et ça les intéresse pas. Et moi, j'ai essayé de discuter un peu avec eux, de les approcher. Non, tu vois qu'il n'y a pas d'intérêt. Et ça, c'est comme ça que ça fonctionne dans la politique. C'est comme ça que ça a dû fonctionner chez Zemmour. C'est comme ça que ça doit fonctionner chez Philippot. C'est comme ça que ça doit fonctionner un peu partout, quoi. Alors, ils ont besoin de bénévoles, donc ils ont besoin de gens gaulotisés, ils ont besoin de grouillots pour faire fonctionner le parti, parce qu'ils ne peuvent pas salarier tout le monde, c'est pas possible. Donc, les bénévoles servent à alimenter, si vous voulez, les ressources du parti, mais eux se goinfrent toujours au passage, pas de mystère, c'est pas gratos. Bonjour. Donc voilà, c'est donc une certaine manière, on n'a plus d'espoir dans les partis politiques. On n'a plus d'espoir, on n'a plus de, moi je ne crois plus du tout. Là c'est fini, quoi. Ça m'a assommé cette histoire, en fait. Je me suis dit non, ils sont tellement médiocres. Intérieurement, ils sont tellement médiocres, et je vois leur petit jeu. Alors les gens disent oui, vous n'êtes pas gentil avec Philippot, vous n'êtes pas gentil avec Asselineau, mais tu vois la supercherie qu'il y a. C'est évident, les conditions sont tout à fait évidentes pour constater que chacun gère sa boutique, point final, et qu'à l'intérieur même de ces mouvements-là, tu as beaucoup de gens, et ceux qui ont approché de près ces mouvements et ces
personnages sont toujours déçus. Pourquoi? Parce qu'ils découvrent l'intimité de ces gens. Ils sont plus dans l'admiration extérieure qu'ont les gens. Ils s'aperçoivent qu'en rentrant dans le truc, c'est magouille et compagnie, c'est pas clair, c'est pas net, quand je dis c'est magouille, c'est des arbitrages qui sont pas heureux, quoi, qui sont pas. Alors, je comprends que tous ces personnages qui nagent dans la politique, qui se nourrissent de ça, qui en vivent, qui en font leur business, c'est pas notre monde, c'est pas nous ce qu'on attend. Alors nous, peut-être qu'on est un peu naïfs d'espérer le grand sauveur, le Manitou qui vient sauver la situation, vous voyez, mais peut-être que c'est nous qui sommes tout à fait naïfs et qui attendons je ne sais quoi, une espèce de messie, Salvatore qui vient sauver la France, etc. On est là-dedans, on est dans un truc presque mystique, une attente presque mystique d'un personnage qui serait, qui serait une forme de personnage divin et qui viendrait nous sauver. Et c'est pas comme ça que ça risque de fonctionner, parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui pourrait incarner, si vous voulez, le profil du personnage qu'on espère qui finalement apporte quelque chose d'autre à la France. Alors, après c'est des postures, c'est des discours, je ne suis plus dans la dualité gauche-droite, on se situe au-dessus des partis, on est ouvert à tous les gens qui sont pour la France, etc., qu'ils soient de gauche ou de droite. Après, c'est du baratin pour faire bien, pour faire semblant, pour simuler. Mais en réalité, la dualité, c'est même plus une dualité, c'est une multiplication de dualités qui s'exercent partout. Vous avez les pour, vous avez les contre, vous avez beaucoup de microstructures à l'intérieur de tout le paysage politique qui s'entretuent entre eux, et qui se dénoncent et qui se tirent dans les pattes, etc. C'est très délétère. C'est très très délétère. Et donc, oui, je parlais tout à l'heure, je pense chercher le mot, l'homme providentiel, voilà, chercher le mot. Et l'homme providentiel. Et on a besoin en France, on a depuis la mort du roi, on est comme orphelin, ayant en nous, si vous voulez, cette espérance de l'homme providentiel toujours. On est vraiment habité par ça, nous en France, on est très très habité par ça. On attend l'homme providentiel, ça c'est l'âme française, parce qu'on est un pays très monarchiste, et on a besoin du père, et comme on a détruit le père, on est comme des orphelins. Et on est un peu paumé, à cause de ça. Il faut se connaître, nous les peuples, il faut que les peuples se reconnaissent. Alors, moi je sais pas, certains me diront, oui, vous êtes découragés, vous êtes pessimistes, vous êtes... Non, mais écoutez, il faut regarder les choses en face. Il faut regarder les choses en face. Le système tient encore, mais jusqu'à quand, je ne sais pas. Est-ce qu'ils vont nous emmener à la guerre? Est-ce qu'ils sont capables de ça? Ou c'est vraiment une forme d'agitation? Moi, je pense pas du tout à la guerre en ce moment. Je pense que ça y est. Il y a eu, à un moment donné, on sentait qu'il y avait des possibilités de guerre, que ça allait déraper. Mais là, on voit que ça se calme. En tous les cas, ce soir, on en saura plus sur Trump et Poutine. Mais sur leur discussion, leur échange, mais de guerre, je ne vois pas. Je pense que la perspective d'une guerre peut ressouder les gens. Ils espèrent ainsi faire passer beaucoup de choses. C'est une forme de diversion qui permet de repousser la retraite, d'augmenter la fiscalité, toujours en faisant pas d'économie. Ça permet aussi de faire repartir un peu l'économie avec des investissements dans de l'industrie militaire, de l'industrie de l'armement. Donc ça peut d'une certaine manière rendre service à l'économie, à réamorcer une reprise dans l'industrie de l'armement. Oui. Donc ils pensent comme ça, ils pensent comme ça les financiers.
Et puis ceux qui dirigent le pays disent, bah tiens, en remobilisant les gens autour d'une peur, en agitant cette peur-là, on va pouvoir remobiliser les gens, mieux les contrôler, mieux les soumettre, etc. C'est des grosses ficelles, on le sait bien, vous le savez bien. Et puis derrière, vous avez des petits énergumènes. Moi aussi, je veux ma part du gâteau. Donc, t'as Sarah Knafo qui veut sa part, t'as Zemmour qui veut sa part, t'as Bardella qui veut sa part, t'as Marine qui veut sa part, t'as Asselineau qui veut sa part, t'as Philippot qui veut sa part, t'as Dupont-Aignan qui veut sa part, et puis t'en as plein d'autres, une myriade de candidats, vous allez voir, ils vont tous être émergés. Ah, mais il y a lui qui est bien, il y a lui qui est bien, il y a lui qui est bien. Et puis tout ça est complètement dispersé, et puis rien ne changera, évidemment que rien ne changera. Les lois restrictives vont continuer à s'appliquer. Vous avez vu un changement pour le critère 3, non ? Continue, ils vont exclure tous les gens qui ont des véhicules critère 3. Et les gens qui ont des voitures critère 3 sont soumis déjà, ils acceptent, parce qu'il n'y a pas de révolution, il n'y a pas de gens qui manifestent, etc. Donc ils acceptent de se faire tondre, ils acceptent de ne plus aller se faire soigner, ils acceptent de ne plus se déplacer, ils acceptent, ils vont se débrouiller, on se débrouillera. Et puis tout est comme ça, puis le jour où on interdira les gens de se chauffer au bois, mais ils s'adapteront, ils feront autre chose. Je sais pas, ils mettront tous des pompes à chaleur, parce que c'est formidable la pompe à chaleur, hein, comme disait quelqu'un. Ils mettront tous des pompes, ils vont s'endetter sur 20-30 ans pour mettre une pompe à chaleur. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez? Ils s'adapteront, parce que les gens sont soumis, totalement soumis en ce moment. Avec la perspective de la guerre, ils sont prêts à avaler tout et n'importe quoi. On les a bien conditionnés. Donc il n'y a plus rien à attendre du peuple. Dans le sens, comme moi j'ai compris avec les Gilets jaunes. J'ai dit, les Gilets jaunes c'était une opportunité. Autour de moi, la plupart restaient dans leur fauteuil, ne comprenaient pas. Aujourd'hui ils morflent. Hein. Aujourd'hui ils morflent, attention. Tous ceux que j'ai vus qui ne se sont pas mobilisés, ils morflent. Mais c'était pas faute de les avoir prévenus. Moi j'ai prévenu autour de moi, ah tu bouges pas ton cul, bah, tu verras. Bah, aujourd'hui il y en a qui morflent. Plus que moi visiblement. Mais moi c'est-à-dire que c'est pas très intelligent, comme dit le père de Philippot, mais je me suis préparé à ce qui allait arriver, et dans mes anticipations, jusqu'à présent, je me suis pas trop trompé. J'ai vu dans quel sens ça allait, et donc j'ai pris mes dispositions par rapport à l'évolution de la société. Hein, et donc, je me suis adapté. Et parce que j'ai vu que c'était sans espoir, qu'il n'y avait pas de réforme possible dans ce pays, qu'il n'y avait pas moyen de changer les choses. Alors oui, j'ai quitté la banlieue, j'ai quitté beaucoup d'endroits qui étaient mal famés, où il y avait beaucoup d'émigration, parce que j'ai vu les comportements, j'ai vu comment ça allait évoluer. À partir du moment où tu vois comment ça évolue, bah tu prends des décisions pour échapper au marasme qu'on voit venir, quoi. Il y a un tsunami qui arrive, tu restes ou tu te tires dans les montagnes? Moi, je me tire dans les montagnes si je vois le tsunami arriver. Mais il arrive, le tsunami. Il y a personne qui va le contrôler ni l'arrêter. Donc il va y avoir une adaptation et une soumission. Donc la prochaine soumission, ce sera la soumission à l'islam, puisque les musulmans vont être majoritaires chez nous, et ils vont prendre le pouvoir un jour ou l'autre. Welbeck, il l'a dit, qui est un visionnaire. Donc un jour ou l'autre, vous aurez un régime comme en Angleterre, c'est en train de se passer, comme en Belgique, c'est-à-dire que vous allez avoir des Arabes musulmans qui vont commencer à prendre le pouvoir et qui vont refaire l'histoire à leur sauce, qui vont culpabiliser toute la génération des Français de souche et qui vont dire maintenant vous fermez votre gueule parce que vos ancêtres ont été dégueulasses, ils ont torturé, ils ont été pires que des nazis, et donc les petits blancs ils fermeront leur gueule, ils se feront tabasser et ils auront rien à dire. C'est ce qui est en train d'arriver déjà dans beaucoup d'endroits. Mais ça on peut pas le changer. Pourquoi? Parce qu'il y a personne en face qui est capable de fédérer et de dire stop, et de dire derrière moi j'ai 20 ou 30 millions de personnes qui vont m'élire. Et puis, grand nettoyage, presque une dictature qu'il faut derrière pour renvoyer tous les malfaisants qui sont en train de pourrir notre société. Donc ça nécessite d'avoir des couilles, ça nécessite d'avoir un courage, ça nécessite aussi d'avoir des gens qui, derrière vous, sont déterminés. Et cette détermination, elle n'est pas là. Il faut bien le reconnaître. Donc, on va de plus en plus tomber dans la décrépitude totale. On va être une forme de société de déliquescence,
D'ailleurs, on le voit, au niveau médical, ce matin j'étais chez l'ophtalmo, il y a la petite secrétaire qui était très gentille, qui me disait, bah, il y a plus, c'est un désert médical de 77, il paraît que c'est le premier désert médical de France. Je ne sais pas si c'est vrai, mais voilà ce qu'elle me disait. Mais je discutais dans la salle d'attente avec une dame de, ouais, qui a une soixantaine d'années, un peu comme moi à peu près, qui était très souffrante, qui avait des problèmes de sciatique, tout ça. Elle me dit, j'ai plus de médecin. Elle me dit, j'ai plus de médecin généraliste. Elle me dit, j'ai besoin de voir un pneumologue, il faut que j'aille je sais plus où pour en voir un. Donc elle est allée aux urgences à Coulommiers, elle a attendu 7-8 heures pour passer, et c'est comme ça. Elle me dit, il n'y a plus de médecin, il n'y a plus rien. Donc vous avez l'extrême gauche qui veut absolument qu'on soigne en priorité les migrants qui arrivent, les sans-papiers, alors eux, ils doivent être prioritaires, mais toi qui es français, toi qui as cotisé toute ta vie, toi qui as participé à la construction de ce pays, tu n'as plus le droit d'avoir de médecins. Mais il faut les réserver à ceux qui arrivent et qui nous chient dessus, qui nous crachent à la gueule. Et là, l'extrême gauche est en train de nous vendre ça. Et tu as des connards de petits blancs qui sont en train de jouer ce jeu-là, tout en ignorant que tous ceux qui ont construit ce pays, ils ont bossé derrière, ils ont travaillé, ils ont payé, ils ont cotisé. Alors vous voyez à quel point... Et tout ça, c'est du bon sens, mais ça, le dire, ça sert plus à rien. C'est foutu. Donc, c'est pour ça que ce pays part en cacahuète totale. Parce que les gens n'ont plus la structure mentale, n'ont plus l'intelligence de comprendre des choses simples, de bon sens. Ils n'ont plus ça. Et donc, tout le monde va se faire bouffer, et vous allez voir que dans les urgences, tout ça, les musulmans passeront avant vous. Parce que comme il n'y aura plus que des médecins musulmans, ils s'arrangeront pour faire passer leurs corréligionnaires avant vous. Et c'est comme ça que ça va arriver, si c'était déjà le cas. Et partout, vous aurez, quand il y aura une attribution de logement, comme dans les administrations, il y aura une majorité d'Arabes musulmans, ils feront passer ceux de leur communauté avant vous. Ce qui fait que ce sera pareil pour les EHPAD, ce sera pareil pour les attributions de logement, tout ça, les autorisations. Et vous serez coincé, parce que tout de suite, c'est ce qui est en train d'arriver. Il y a une infiltration de la communauté musulmane à travers beaucoup d'administrations. Je sais, j'y étais, moi. Et ils obtiennent des bons postes parce que il y a la préférence de l'étranger. Donc, on leur donne des avantages que toi, tu n'as pas. Donc, en plus, on leur donne des concours, tout ça, j'ai vu ça. Donc, ils ont des places super et ils ont des postes décisionnels. Donc, ils pourront t'embêter. C'est chouette, hein, la vie. C'est chouette. Et donc, quand tu auras un inspecteur du travail qui sera musulman et qui ira contrôler, il ira contrôler le petit artisan blanc, mais il ira pas contrôler le mec qui a dit pizzeria, qui a dit kebab, qui déclare personne et dont le gérant est en Tunisie. Ça, il fera semblant de ne pas voir. Vous voyez? C'est ça qui vous attend. Mais à quoi ça sert de le dire? Parce que tu les entends dénoncer. Il y a plein de boue par là, je vais faire demi-tour, c'est pénible. Vous voyez les Philippot dire ces choses-là? Il le sait, Philippot, ça. Il a été au ministère de l'Intérieur, il connaît cette réalité-là. Mais ça, il le dit jamais. Pourquoi? Parce qu'il veut récupérer aussi une partie des musulmans. Donc il ménage beaucoup l'islam. Il ne dénonce pas. Il parle pas trop d'immigration. Il est très axé sur des sujets de société, effectivement, qui fédèrent une certaine partie. Il parle de Frexit. Alors je vois les gens, ils disent comme un... Ils répètent Frexit bêtement comme ça, Frexit. Alors ça plaît. Les gens ils disent Frexit. Ils répètent ça comme des automates sans comprendre que oui, on va sortir. Il faut sortir de l'Europe, mais avant de sortir de l'Europe, si vous voulez, il faut que tout le monde se fédère. Alors ils disent Frexit, alors on est 0%, hein, on n'a même pas les 500 voix pour se présenter, on a au 0 député, puis on crie dans notre manifestation Frexit, c'est ridicule, ça n'a pas de sens. C'est pas stratégiquement. Alors évidemment, ça plaît à certains parce que ils pensent que sortir de l'Europe, ça y est, les Anglais sont submergés par les musulmans, mais ils sont sortis de l'Europe. Hein. Ils ont un connard de gauchiste qui est au pouvoir. Ça n'a rien réglé. Donc vous voyez bien que le sujet, il est au-delà de tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils savent évidemment, tous ceux qui manipulent les opinions, ils sont sur du velours parce que la population est très conne et donc ils en profitent pour justement manipuler toutes ces petites personnes qui n'arrivent pas, des petits cerveaux qui n'arrivent pas à hiérarchiser, si vous voulez, les problèmes dans la société et à s'entendre sur l'essentiel.
Et non, ils préfèrent se battre sur des détails. Et c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas d'avenir possible et il n'y a pas de personnage providentiel capable de redresser la situation. Donc c'est le grand cirque, comme je vais le dire dans ma vidéo. Bah oui, parce que tu les même à Solido, ils parlent pas de l'immigration. Ils parlent pas de l'immigration. Alors, moi j'en connais, ils sont pour Asselineau, tout ça, mais ils vivent encore en plein... Il y en a qui vivent dans les campagnes, il n'y a pas d'immigration. Alors ils sont pas concernés, ils pensent que ça n'existe pas. Mais ceux qui sont en banlieue, tout ça, comme moi qui étais en banlieue, j'ai vu le problème de l'immigration. En plus, j'étais dans la police, donc je voyais ce que c'était. Mais eux ne le voient pas. Et quand tu leur dis, non, vous savez, il y a les soufis, tu sais, l'islam, il faut pas... Ils me disent, tu sais, il y a le soufi, dans l'islam, tu trouves quelque chose, tu sais. Alors, c'est tous les gens qui ne sont pas confrontés à l'islam radical dans lequel on voit tous les jours au quotidien, dans les transports et tout ça, en région parisienne. Ça, ils ne le voient pas. Ils sont dans leur village, bien à l'abri. Donc, ils parlent de soufis, vous voyez. Ils disent, ils te prennent pour un con parce qu'ils pensent que toi, t'es radical, que tu généralises, que effectivement, il faut bien, c'est une religion d'amour et de paix. Bon, bah voilà. Et donc du coup, tu t'en sors pas, parce que chacun voit les choses midi à sa porte. Et donc les gens, tant que c'est le voisin, c'est comme le cancer. Tant que c'est le voisin qui a le cancer, toi, tu t'en fous. Tu sais, le sujet t'intéresse pas. C'est le jour où toi, tu as le cancer, dis donc, tu vas chercher toutes les informations. Tu t'aperçois que finalement, il y a plein de paramètres qui font que tu as attrapé le cancer. Et tu commences à t'intéresser à la question. Ben, c'est humain, vous me direz. Effectivement, quand on n'est pas concerné, on ne s'en occupe pas. C'est comme ça que progressivement, si vous voulez, la bêtise... étant donné qu'elle est la bêtise, elle est assise sur une forme d'individualisme exacerbé qu'on voit chez tout le monde, hein, même ceux qui se prétendent spirituels et tout, c'est de la connerie tout ça. Donc il y a un individualisme qui fait que on ne prend pas les choses d'une manière globale et qu'on n'arrive pas à intégrer les problématiques, à les hiérarchiser et à considérer que au regard de cette hiérarchie, il faut effectivement prendre des mesures. Et les mesures à prendre, elles sont douloureuses et radicales. C'est exactement ça qu'il faut voir. Et cette radicalité, les gens ne le comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'il y a une radicalité. Et qu'aujourd'hui, la dispersion des forces fait qu'il n'y a aucune force du coup. Parce que toutes les forces sont dispersées. Quand vous dispersez quelque chose, il faut concentrer pour avoir une force. Ce qui fait qu'une personne a une force, c'est qu'elle se concentre. La concentration dans tous les arts martiaux, tout ça, c'est la concentration qui est importante. Mais si vous êtes un être dispersé et que vous n'avez pas de concentration, ben vous n'avez aucune force. Et c'est le problème de notre monde actuel, c'est que on est tous tellement dispersés, et j'en reviens toujours à fédérer. Pourquoi ? Parce que pour avoir une force, il faut être fédéré. Mais à force d'entretenir cette dispersion et à rentrer dans les chapelles les unes contre les autres, vous dispersez vos forces et vous n'avez aucune... Donc ça sert à rien. Ça sert strictement à rien. C'est vraiment... Alors certains me diront, oui, le Rassemblement National, c'est le seul parti capable. C'était donc ça C'était ça un peu mon principe, je me disais, le seul actuellement capable de briser le système actuel, c'est le Rassemblement National, parce que c'est lui qui est le mieux placé pour remporter les élections. C'est pour ça que j'étais pour voter Rassemblement National aux dernières élections législatives, pour qu'enfin on renverse la table. Mais aujourd'hui, au regard de l'attitude des députés, le fait qu'il y a eu Ferrand, déjà, Bardella mis en premier comme ça, que tu t'aperçois que la personne est de plus en plus conciliante avec le pouvoir, qu'elle adopte en géopolitique, elle adopte le narratif du pouvoir actuel. Donc tu dis non, ça sent mauvais. Tu en parles à tes députés, tu dis non, et ça réagit pas, tu sens que ça sent mauvais. Ils sont dans l'anecdotique, les députés, tu vois. Moi, mon député, il a fait tout un pataquès sur les décharges sauvages, comme s'il n'y avait pas d'autres problèmes. Les décharges sauvages, il va aller dans la première cité d'HLM, il va aller voir les décharges. Mais là, non, il veut pourchasser le petit là qui laisse son paquet là comme ça, mais il n'ira jamais dans la banlieue, donc il est RN en plus, donc tu te dis merde, ces gens-là sont les mêmes finalement. Donc t'as même plus envie de voter pour eux, t'as plus envie. Et je vous parle pas de cette posture anti-Poutine et anti-Trump, alors là, qu'adopte le Rassemblement National, et alors là ça devient n'importe quoi, tu dis non.
Non, c'est fini. Donc il n'y a même plus un parti capable de... Pourquoi encourager un parti qui nous dit, qui tient le même discours que le pouvoir actuel? C'est pipé, tout ça est pipé. Donc tu t'aperçois qu'en réalité, ça ne sert plus à rien de voter. J'en arrive là, vous vous rendez compte? Moi qui étais vraiment très en colère contre ceux qui ne votaient plus, je suis en train de revoir mon principe. C'est pour ça, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis. Et je me dis aujourd'hui, je me dis, ça sert plus à rien de voter, effectivement. Pourquoi? Parce que il y a pas. Alors, si De Villiers se présente, oui, je lui donne encore sa chance. Si De Villiers se présente, je vote pour De Villiers. Mais pour l'instant, tous les partis qui actuellement sont en liste, ben non, je n'ai pas envie. J'ai pas envie de voter pour qui que ce soit. Et donc, c'est comme ça que je vais finir par soit voter blanc, soit ne pas voter. Parce que j'ai plus un seul candidat proche de mes idées. Je suis déçu. Et par tous les propos, de toute façon, entre le Covid, entre la crise sanitaire et la guerre en Ukraine, ils ont tous fini par me dégoûter. Tous. Parce que aucun n'épouse le fond de ma pensée. Enfin, j'attends pas à ce que les candidats pensent comme moi, mais moi je cherche un candidat vis-à-vis duquel je suis proche sur ces questions qui me semblent radicales et capitales. Moi, il me semble que le vaccin, c'est très important d'en parler, de dénoncer les effets secondaires, de parler de cette politique sanitaire qui a été totalement mensongère et contre-productive. Pourquoi aucun politique ne se saisit de cette question-là? Moi, j'attendrais qu'il y en ait un qui se saisisse vraiment de ça, du vaccin, des effets secondaires du vaccin. Et personne n'en parle, Aucun politique n'en parle, de peur de se griller. Bon, la géopolitique, c'est pareil. Pourquoi aucun politique ne parle des accords de Minsk, où Poutine s'est fait entuber par Hollande et Merkel, ils se sont fait entuber, les Russes, par l'OTAN. C'est clair et net. Donc, tu vas pas là t'étonner que Poutine, il pénètre, il avait bien averti avant, c'est pas comme si on ne savait pas. Donc on a joué avec le feu, oui, il nous arrive là aujourd'hui, ouais, Poutine c'est un envahisseur, enfin va-t'en réfléchir pourquoi il a envahi. Il n'a pas envahi, il a récupéré des territoires qui étaient russophones et où les gens étaient persécutés par les Ukrainiens. Il faut quand même, l'histoire est proche, elle est facile à comprendre. Donc là, la Russie c'est un risque multidimensionnel et hybride. Il a repris, vous voyez, même Sarah Knafo, la Russie est une menace. T'as vu où que la Russie était une menace? Elle était où une menace? Elle est une menace depuis qu'on lui fait la guerre, bien entendu. Il ne manquerait plus que ça, non plus qu'ils se laissent faire. Mais ils ont tellement l'habitude que, je sais pas, ils sont dans un autre. Et puis il y a aussi le rôle d'Israël qui est pas neutre aussi. Et c'est vrai que il y a l'Iran. Et comme l'Iran est soutenu par la Russie, ceux qui sont proches d'Israël, parce que vous avez T'as des politiciens français qui ont comme une double nationalité, c'est-à-dire qu'ils pensent avant tout aux intérêts d'Israël, avant de penser aux intérêts de la France. C'est pas forcément lié, les deux sont pas forcément liés. Parce que les Israéliens, ils sont menacés par l'Iran. Et l'Iran a comme allié la Russie. Alors vous avez les Israéliens qui, évidemment, sont loin d'être pro-russes. Et puis comme Zelensky est juif, ils sont prêts plus à encourager Zelensky par solidarité que Poutine. Et donc vous avez aussi des croisements d'intérêts comme ça qui ne sont pas ouvertement assimilés, qui ne sont pas ouvertement intégrés et assumés par certains leaders politiques. Mais je pense qu'une Sarah Knafo qui est juive, ainsi que Zemmour, je pense qu'ils ont certainement dans leur programme et dans leur logiciel la perspective de défendre aussi Israël. Donc ils se disent, l'Iran est l'ennemi d'Israël, et comme la Russie soutient l'Iran, c'est pas dans l'intérêt d'Israël, et c'est pas dans notre intérêt, nous qui soutenons aussi Israël, de défendre les Russes. C'est comme ça qu'ils se retournent contre la Russie. Voilà un petit peu ma manière de voir les choses. Donc il faut avoir des gens dévoués à la France, qui soient pas reliés à un pays extérieur. Israël, c'est très bien, qui se démerdent, qui se débrouillent, qui défendent leurs intérêts.
Mais on a parfois les mêmes intérêts, des fois on n'a pas les mêmes intérêts. C'est pas notre pays, Israël, c'est pas notre pays. Donc on n'a pas non plus à rentrer dans le jeu d'Israël, qui est un jeu aussi complexe, dans lequel on peut se prendre les pieds et on peut être perdant. Quand on voit la multitude de la diaspora juive qui a fait la promotion de l'immigration, on peut pas dire qu'ils ont cherché notre intérêt, ces gens-là. Mais ils avaient une double nationalité, s'ils l'avaient pas d'une manière formelle, ils l'avaient intégré. Et donc ils ont cru qu'en détruisant l'Europe et la France, ils allaient avantager leur position, la position israélienne. Ils ont pensé aussi, parfois, qu'en finançant et en aidant et en instrumentalisant les islamistes, en les finançant parfois, qu'ils allaient jouer une forme de billard à 10 bandes, à 10 000 bandes, pour jouer une partie extrêmement subtile pour tirer leur avantage du chaos semé. Ça aussi, ça fait partie des enjeux. Et il faut pas être naïf non plus là. Donc il faut savoir qui tu défends. Tu défends la France ou tu défends Israël? Moi, que les Israéliens défendent Israël, je suis pour, je suis d'accord. Mais nous, nous, Français, catholiques, chrétiens, on a à défendre avant tout l'âme de notre pays et on a à défendre avant tout l'identité de notre pays. Si ça coïncide avec les Juifs, c'est très bien. Et les Juifs qui sont attachés à Israël, si nos intérêts coïncident, il n'y a pas de problème, on fait des alliances. Mais si nos intérêts ne coïncident pas, parce qu'on n'a pas les mêmes intérêts avec certains alliés, on choisit l'intérêt qui concerne la France. Et donc, nous, on cherche nos alliances avec ceux qui nous sont profitables. Et parfois, vous savez, Israël, ils n'ont pas de scrupules à aller tabasser, à aller fournir des armes à la Turquie pour dézinguer les Arméniens. Du coup, les Arméniens se sont retrouvés avec des armes israéliennes contre eux. Ils en ont rien à foutre, les Israéliens. Ils voient leur avantage. Nous, c'est pareil. En France, on doit aussi, nous, si vous voulez, considérer notre intérêt avant même les intérêts d'Israël. Et je suppose que dans les arbitrages de certains leaders politiques qui ont quasiment une double nationalité, effectivement, ils font rentrer l'intérêt d'Israël. C'est toute l'ambiguïté du parti de reconquête qui, effectivement, d'une certaine manière, peut nous plaire, mais d'un autre côté, on se demande si c'est pas, s'il n'y a pas un conflit d'intérêts avec Israël. Vous voyez ? Tout ça, il faut le dire aussi. Il faut avoir le courage de parler de ces choses-là. Mais qui a le courage? Qui en parle vraiment? Vous voyez? Donc c'est le cirque, c'est pour ça que c'est le cirque. Et du coup, vers qui aller? Faire confiance à qui? On est quand même moi je suis très embêté. Là, je veux dire, là, pour le coup, ça va être compliqué. Pour moi, ça va être très très compliqué. On verra. On verra quand il y aura des élections. Mais quand les élections vont arriver, je vous dis pas. Je sais absolument pas pour qui je vais voter. Je sais plus du tout. Et je ne pense pas que ça change quelque chose du coup. Là, vu la disposition, vu la configuration des partis, des forces, je pense pas que là-dedans j'y retrouve mon petit. Je pense pas. On verra. Voilà, je sais pas où vous en êtes, où vous vous situez, mais moi je me situe là. En conclusion, je voudrais remercier tous les nouveaux abonnés qui me rejoignent. Et ils sont nombreux. Tous les jours, ceux 200, 300, 400 abonnés me rejoignent. Je ne sais même pas pourquoi, parce que je n'ai pas le sentiment de le mériter. Comme le dit le père de Florian Philippot, je suis un énergumène et un être stupide. Donc je ne comprends pas pourquoi les gens s'abonnent à ma chaîne, étant donné que je suis un énergumène stupide. Donc je m'étonne moi-même, mais bon, c'est comme ça. Donc fraternellement, je leur dis bienvenue. Je vous le dis, un jour, on trouvera un moyen de se retrouver, de fédérer davantage, de discuter, d'échanger avec, je dirais, bienveillance, parce qu'il faut de la bienveillance entre nous, sinon c'est la catastrophe. Et puis, on verra ce qu'il en est. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a vraiment de quoi se perdre dans ce grand cirque qui s'offre à nous. Il y en a trop là, il y a trop de dispersion de tous côtés pour avoir un esprit clair et une vision claire de la manière dont tout cela va évoluer. Peut-être ça viendra de l'extérieur, peut-être que ça viendra de l'extérieur, peut-être, je ne sais pas.
En tous les cas, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt. Bon là, ça a duré longtemps, hein, 50 minutes. C'est long. Il n'y en a pas beaucoup qui iront jusqu'au bout. Je sais qu'il n'y en a pas beaucoup qui iront jusqu'au bout. C'est les statistiques. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est les meilleurs qui restent jusqu'au bout. On va se quitter sur ce beau coucher de soleil. Je vous dis à bientôt.